Quand une entreprise réussit à augmenter son pouvoir de marché, elle s'isole quelque peu des contraintes exercées par la concurrence et peut s'assurer un flux plus régulier de résultats favorables. Kubik, Lynch, Mayberry et Homer s'interrogent dans une étude publiée dans The Accounting Review sur les conséquences de cette situation heureuse en matière de gestion fiscale. Le fait de disposer de résultats positifs généreux et stables peut inciter ces firmes à rechercher les moyens de payer moins d'impôts. De plus, comme leurs résultats sont moins incertains, elles peuvent en profiter pour prendre plus de risques et être plus actives en matière d'optimisation fiscale. Elles ont les moyens d'encaisser, s'il le faut, des pénalités éventuelles. Les auteurs reprennent la définition du pouvoir de marché donnée par Sheffield, à savoir la capacité d'une firme à fixer le prix, la qualité et la nature du produit offert sur son marché. En s'isolant partiellement de la concurrence, elles peuvent fixer un prix de vente supérieur au coût marginal et accaparer de la valeur au détriment de la société tout entière, comme l'a noté Lerner. Suivant cette approche, les auteurs choisissent de mesurer l'intensité du pouvoir de marché à travers le ratio comptable de marge égale la différence vente moins coût des marchandises vendues moins coûts administratifs et commerciaux divisé par vente. Tout au long de cette étude, Kubik, Lynch, Mayberry et Homer vont s'attacher à vérifier 3 hypothèses empiriques. Selon l'hypothèse H1, les firmes au pouvoir de marché les plus élevés s'engagent dans des politiques d'optimisation fiscale plus agressives et paient moins d'impôts. Selon H2, les firmes opérant dans le même secteur, mais non leaders, alignent leur comportement en matière fiscale sur les firmes ayant le pouvoir de marché le plus élevé. Elles sont incitées à les imiter pour rester compétitives, même si c'est plus risqué pour elles. Enfin, l'hypothèse H3 envisage les conséquences sur les cours boursiers. Selon H3A, l'agressivité fiscale des firmes à haut pouvoir de marché n'affecte pas le caractère informatif des cours boursiers. Selon H3B, la même agressivité fiscale est sans effet sur les rentabilités à venir. Pour ces 2 points, le sens attendu n'est pas clair. Payer moins d'impôts, attendre des résultats réguliers sont des facteurs favorables. Mais plus de risques est défavorable pour les investisseurs. L'échantillon débute en 1993, soit après la mise en application des normes SFAS 109, apparues en 1992, rendant homogène le traitement des impôts. L'échantillon s'achève en 2010 et couvre l'essentiel des sociétés américaines cotées, à l'exception des firmes financières et des utilities. Les firmes publiant des impôts négatifs ont été retirées. Au total, l'échantillon contient 25 800 observations. Les principales mesures utilisées sont, concernant le pouvoir de marché, le ratio de marge nette déjà cité et une mesure ajustée par la moyenne du secteur. En ce qui concerne la fiscalité, 3 mesures sont proposées. Une mesure comptable, charge d'impôt constatée dans l'année sur résultat avant impôt exceptionnel. Une mesure fondée sur des flux de trésorerie, paiement d'impôt de l'année sur le même résultat avant impôt exceptionnel. Et enfin, une moyenne sur 4 années glissantes pour chacune de ces 2 mesures. Pour tester l'hypothèse H1, les auteurs recourent à un modèle où la mesure d'optimisation fiscale, taxe, est régressée sur celle du pouvoir de marché, dénoté ici PCM. Un vecteur de variable de contrôle, une mesure de concentration du secteur, un indice d'Erfandal, avec un effet fixe année.
Les variables de contrôle concernent la rentabilité, la taille, l'importance des immobilisations, les opportunités de croissance, le levier. Pour les 4 mesures du poids de la fiscalité, le coefficient obtenu est significativement négatif, ce qui soutient l'association entre un fort pouvoir de marché, une faible imposition ou encore une optimisation fiscale agressive. Il est intéressant de noter que par ailleurs, l'association avec la variable rentabilité, ici le ratio Return on Assets, est elle aussi positive. Le résultat semble donc bien indépendant d'un simple effet de différence de rentabilité. La forme du modèle utilisé pour tester l'hypothèse H2 est proche de celle du modèle précédent. La variable explicative pour mettre en évidence les phénomènes d'imitation sont les mesures fiscales propres au leader. Par ailleurs, un repère sectoriel est introduit à travers la variable taxbench. Le modèle contient également la mesure laguée de la variable fiscale pour tenir compte de sa persistance. Le coefficient β1 est ici positif et significatif dans 3 cas sur 4. Il soutient la thèse d'un phénomène d'imitation par les non-leaders. Ceci étant, il faut être prudent, car le coefficient β2 est lui aussi positif et significatif. Il peut soutenir la thèse qu'il s'agit plus d'une imitation d'une norme sectorielle, voire encore d'un simple phénomène de retour vers la moyenne. Pour mesurer le caractère informationnel du cours boursier, les auteurs observent les variations de cours autour des annonces de résultats. Ils calculent les variations non expliquées par les mouvements du marché. Ils prennent ensuite leur valeur absolue et les cumulent. Ils calculent une moyenne annuelle désignée par l'acronyme CAAR. La rentabilité de l'action et sa performance sur une période de 12 mois, 4 mois après le début de l'exercice, pour tenir compte du délai d'annonce. Ces 2 mesures de réaction des investisseurs, traduites au niveau des cours boursiers, sont régressées sur la mesure de pouvoir de marché et une variable d'interaction entre cette dernière mesure et le niveau d'imposition dans le secteur durant la période précédente. Le coefficient β3 mesure en quoi l'agressivité fiscale modère ou non l'influence du pouvoir de marché. Dans les 2 régressions, un pouvoir de marché plus grand est associé à un risque plus faible, β1 négatif, donc à moins de volatilité autour des annonces et à moins de rentabilité exigée. L'effet d'interaction n'est significatif que pour les mesures fondées sur les paiements, plus faciles à interpréter par les investisseurs. Une forte agressivité fiscale paraît modérer les effets de réduction de risque précédents, puisque le coefficient β3 est ici positif. En conclusion, cette étude apporte un éclairage nouveau sur les déterminants des politiques fiscales. Plus le pouvoir de marché est élevé, plus l'agressivité fiscale est forte. Plus les leaders pratiquent l'optimisation fiscale, plus les autres firmes du secteur sont incitées à le faire. Les conséquences en matière de cours boursier de ces pratiques ne sont guère favorables. Vu les risques accrus, les investisseurs exigent pour ces firmes une rentabilité plus forte. Enfin, les résultats de cette étude ont aussi des implications politiques. Les autorités ont avantage à se soucier des pratiques fiscales des sociétés à fort pouvoir de marché et de celles opérant dans les mêmes secteurs qui cherchent à les imiter.